Donc, on va simplement nous centrer. Et déjà, avec le mot centrage, on sait qu'on va à l'intérieur de soi et on prend conscience de notre colonne vertébrale qu'elle est tout droit entre le coccyx et la nuque et la tête. Et puis, nous allons rentrer en conscience à l'intérieur de nos pieds, de nos jambes, de nos cuisses, jusqu'au bassin. Et nous sentons que nous sommes à l'intérieur du corps. Nous pouvons sentir l'intérieur de notre poitrine, l'intérieur de nos bras, l'intérieur de notre gorge, de notre tête. Nous pouvons ressentir jusqu'au cerveau. Et puis de l'intérieur, allons vers l'extérieur et ressentons comme nous pouvons toucher avec notre présence la peau, que nous sommes dans la peau et que nous pouvons effleurer avec notre conscience tout autour de notre peau. Et puis, essayons de trouver un sentiment de liberté, mais à travers une image. Sentons comme nous pouvons concevoir notre liberté. Visualisons-la à travers quelque chose autour de nous, que ça peut être aussi la force d'un arbre puissant, majestueux, qui s'élève jusqu'au ciel et qu'il s'enfonce tout naturellement avec ses racines dans la terre, qu'il est stable, mais qu'il s'élève, qu'il respire et qu'il inspire la vie comme il le veut, comme il le souhaite. Pouvons ressentir la liberté d'un papillon, qu'il se déplace en allégresse sur les fleurs, qu'il les touche, qu'il est baigné par le soleil et qu'il est libre, tout simplement libre, qu'il ne se pose pas de questions. Nous pouvons nous ressentir la liberté comme un cheval qui court fort, qui galope avec sa crinière dans le vent, qu'il va simplement en avant, dans un espace qui lui semble sans fin, illimité. Nous pouvons simplement sentir la liberté comme un Bambi dans les bois, qui est heureux, il court à gauche, à droite, sur l'herbe, dans la beauté de la nature verte. Il ne se pose pas de questions, il vit simplement sa vie. Il vit tout simplement, il vit. Alors, sentons-nous comme nous le souhaitons, comme nous l'imaginons, à travers le sentiment que nous vient le plus naturellement possible, ou à travers une couleur tout simplement. Entrons dans cet état sans limite et sans fin de notre ressentir. Nous pouvons nous l'élargir autour de nous autant que nous voulons. Toucher la mer, les arbres, les montagnes, les fleurs, les villes, et jusqu'au ciel ou jusqu'au fond de la terre. Et sentons que nous sommes là, en nous et en même temps partout. Nous sommes cette liberté, tout simplement. La vie. Et voici, maintenant, alors on peut prendre conscience qu'on est là, tous ensemble, main dans la main,
peut imaginer que nous sommes sur un pré, tout simplement que nous avons envie de nous connaître un peu plus dans peut-être un projet ou une vue ou une vision commune, et que c'est la liberté. Et nous pourrons l'explorer à travers cette proposition que c'est l'OPPT. On va voir qu'est-ce que c'est. Et voilà. Alors, je passe la parole à, je crois, à Evelyne, qu'elle avait posé une question. Et je pense que Daniel peut répondre à ce sujet. Donc, si tu veux, Evelyne, encore, s'il te plaît, répéter. Ma question était concernant comment avez-vous découvert ces documents papaux sur l'être humain qui est englouti dans la mer et cette domination et cette interdiction à l'être humain de pouvoir être vivant sur Terre et d'avoir ses possessions. Parce que ce sont des documents qui sont, je pense, secrets et c'est extraordinaire d'avoir pu être mis en contact avec eux et avoir cette révélation qui nous permet aujourd'hui de nous libérer et de pouvoir agir et vivre différemment. On n'entend pas, Daniel, on n'entend pas. Est-ce que ça va? Oui, maintenant, oui. Bonjour Evelyne, merci pour cette question. De mon point de vue, ce que j'ai pu comprendre, il y a deux réponses. Une est courte, l'autre un peu plus grande. Je pense que je vais donner un peu des deux. D'abord avec la réponse courte. Bon, comment on a fait? En suivant le parcours au rebours de l'argent et du pouvoir. On a toujours eu le soupçon que le Vatican, avec les autres deux centres de pouvoir, puisse puisse être impliqué dans tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. On a aussi recherché, à titre de code de loi, une des premières mises par écrit, en noir sur blanc, d'une certaine situation qui pouvait engendrer une action juridique de ce type, c'est-à-dire comment on peut appliquer la loi de la mer sur terre ferme, par quel type d'escamotage? Ben, l'escamotage, ça aurait été de présupposer, bien sûr que le système le fait à leur convenance. Parfois, il applique cette fiction, parfois il ne l'applique pas en fonction de comment le match. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le système semblait vraiment, de tous les angles, appliquer les principes de loi maritime en dehors de la mer. Et ça, syncrétiquement, symboliquement, on le voit de partout. Du coup, en faisant une recherche, en soupçonnant que le Vatican puisse avoir une grosse implication dedans, ben c'est dans le code canonique qui se compose des canons de droit divin, comme on peut l'appeler, qui se trouve à l'intérieur qui fonctionne pour l'Église, pour le Vatican, mais pour toute la communauté chrétienne catholique. Il se compose aussi des bureaux qui fonctionnent un peu, c'est l'équivalent des traités internationaux dans le droit canonique, dans le droit religieux du Vatican. Mais je vous invite à lire parce que secret, c'est juste le papier original, mais plein d'historiens, Wikipédia même a ouvert une section qui s'appelle, ça finit par Pédia, mais c'est une section dédiée aux textes qui se trouvent à l'intérieur du Vatican, aux textes, disons, qui appartiennent au Vatican. Et là, on peut trouver la version francophone traduite, officielle, des bulles papales. Du coup, ce n'est pas autant secret, c'est juste
comment on a pu soupçonner il y avait le principe du piège de cette fiction juridique de dispersion dans la mer et de recouverte de toutes les terres émergées par un déluge. Donc, si on suppose que le déluge ne s'est jamais arrêté et que la situation de l'arc de Noé est toujours en place, ben, on peut appliquer plein de fictions juridiques qui personnes physiques comme la prise d'autorité d'un tribunal ou la prise d'autorité d'une église, etc., sur le territoire. Et donc voilà, c'est en soupçonnant que le Vatican puisse être impliqué, et en soupçonnant qu'il doit y avoir un code de loi écrit quelque part, et c'est la bulle papale de 1300, Unam Sancta Ecclesia, qui mentionne pour la première fois cette prétention, cette fiction juridique, voilà, de dispersion dans la mer et de déluge constant qui oblige à toutes les âmes perdues dans la mer éthérique de cette dimension de passer par le sauveur qui est l'arc de Noé, représenté par le Vatican, représenté par le pape qui est le vicaire de Dieu sur terre, le descendant de Noé et le porte-parole de Dieu par droit de délégation divine. Tu veux ajouter quelque chose, Francesca? Ok, merci Daniel pour cette explication. Donc, je voudrais passer la parole à Mireille qui avait levé la main, donc elle a sûrement aussi une question. S'il te plaît, Mireille. Micro. Non, on n'entend rien. Est-ce que vous m'entendez? Ah, maintenant, oui. D'accord. Alors, j'ai levé la main parce qu'il m'a été demandé de lever la main pour me présenter, mais je n'ai aucune question aujourd'hui. Je préfère rester à l'écoute pour mieux m'intégrer au groupe. Ok. Super. Voilà. Et je vous remercie de me recevoir. Merci à toi d'être venu. Donc, on va lire un peu les documents avec Simone. Qu'est-ce que ça va? On va faire un pas en avant de la lecture et puis peut-être Daniel ou Francesca peuvent les commenter aussi. Simone, tu veux lire un peu, mais voilà, ok. Oui, je viens d'ouvrir le micro. Donc, c'est le premier document dans le Limois. C'est la naissance de nous et. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les gouvernements qui pourraient imprimer leur propre argent, en réalité, l'empruntent à des banques privées et le remboursent ensuite avec des intérêts en augmentant de manière injustifiée les impôts aux citoyens? Les gouvernements volent les peuples du monde entier en donnant aux banques la possibilité de créer de l'argent à partir d'air qui semblent ne pas exister. En réalité, en collatéral, la garantie sont nos certificats de naissance qui sont à l'origine émis avec une valeur nominale d'environ 2 millions d'euros. Pour le citoyen, le remboursement d'un prêt hypothécaire est un engagement à vie. Il est le propriétaire involontaire du prêt pris sur son propre compte bond et qu'il remboursera avec des intérêts. Donc, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les États, qui sont encore appelés entités de droit public jusqu'au présent, oppriment et asservissent leurs citoyens? Le 25 décembre 2012, le One People Public Trust, OPPT 1776, a annoncé la saisie du système bancaire mondial
et des gouvernements de 194 pays, donc tous les pays du monde. Les gouvernements que nous connaissons comme des États de droit sont en fait des entreprises, des sociétés privées à toutes fins utiles. Sociétés de capital enregistrées auprès de la SEC à Washington, D.C., l'organisme qui réglemente les activités de toutes les entreprises cotées en bourse. Donc, l'UCC est le règlement, l'unique juridiction sous laquelle ces holdings fonctionnent de facto. Mais remontons rapidement dans l'histoire pour comprendre les conséquences actuelles. Simone, oui. Merci pour cette lecture et c'est très, j'apprécie toute cette chose. Déjà, désolé pour ne pas avoir été présent la dernière fois. J'ai très apprécié le travail de la dernière Zoom. J'ai trouvé quelques petites, comment dire, mauvaises traductions ou peut-être points à revoir. Mais en tout cas, pour qu'on puisse tous mieux suivre, est-ce que c'est possible pour toi de partager l'écran que tu es en train de lire? Comme ça, on voit le texte en même temps. Non, Daniel, parce que je devrais... Moi, j'avais essayé la dernière fois, ça n'a pas marché. Ah. Mais quand ce tu as que un je bouton, peux faire, parce que il y a Philomène, elle a réussi à partager son écran. Donc, moi, je pourrais envoyer si Philomène le peut dossier. Partager, okay, ça marche. Je pourrais envoyer le dossier par email. Non, non, ça sera pour une autre fois, Daniel. On avait déjà essayé, il faut que quelqu'un vienne chez moi et qui m'apprend à le faire. Franchement, non. Oui, il y a un bouton en bas, ça s'appelle partager. Oui, mais le document il devrait être sur mon écran. Oui, c'est l'autre, c'est toi, c'est ton ordi qui doit. Oui. Ton account. Ok, ça marche. Désolé pour l'interruption. Vas-y, Simone. Merci. Mais ça va venir, on avance, on avance. Donc, par le biais de la fraude au nom légal créé au registre au moment de l'enregistrement de l'enfant qui est né, le parent cède involontairement, donc inconsciemment, à l'administration publique la propriété de l'enfant en signant un trust où le propriétaire qui en dispose est l'État, l'administrateur du bien, qui sera désormais l'administration publique et le bénéficiaire sera l'enfant dont le nom, écrit en majuscule, correspondra à un personnage de fiction juridique, comme s'il s'agissait d'une société dépositaire du seul droit qu'est le vote public, politique, mais déjà redevable d'une part de la dette publique. Par les jeux des bulles papales, nous assistons à la répartition des âmes, des terres et des hommes entre le pape et le roi. En 1302, le pape Boniface VIII s'est déclaré abusivement l'unique et légitime héritier de Noé et donc de Dieu. L'arche de Noé est assimilée à l'Église. Le grand déluge est utilisé pour créer un parallèle entre le droit maritime régissant le trafic de marchandises et puisque nous sommes considérés comme des biens et perdus en mer après le déluge et donc après la naissance, nos certificats sont inscrits au bilan de l'État comme des obligations, bonds, mesurables à cespiti, qui créent la valeur à offrir comme garantie sur le marché international pour emprunter de l'argent. Et voilà, c'est fait. Est-ce qu'il y a une question jusque maintenant? Non? Parce que je ne vois pas l'écran. J'ai devant moi mon PDF. Non, il n'y a pas de questions, à moins que Daniel veut, ou Francesca veulent expliquer quelque chose. Oui, peut-être comme question, on doit poser, nous, comme guide, est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est un trust? Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que c'est une fiction? Pourquoi le système peut se servir ou peut ne pas se servir de fiction juridique? Oui, ça c'est Parce qu'on a fait un beau discours, comment dire, d'ouverture du cœur spirituel avec notre méditation. Je pense que ça nous prépare maintenant à rajouter des notions techniques sans être alourdi.
Donc, si tout le monde le sait, on ne va pas le préciser. Si quelqu'un doute ou si quelqu'un voit quelques contradictions, dire pourquoi il y a le mot trust dans le mot PPT, alors que nous, on est en train de combattre le trust du système, etc. Ou qu'est-ce que ça veut dire, comment ça se comporte. Dites-le moi, parce que parfois pour nous c'est clair ou c'est déjà implicite, puisqu'il y a... Moi, justement, je voulais justement te poser cette question-là, Daniele, si tu peux vraiment la préciser. La question du trust et aussi ce qui s'est posé cette semaine comme question, c'est surtout bon, au niveau de la BIS, parce qu'ils se sont dit, bon, si vous allez faire toutes les démarches avec les documents à l'intérieur des banques, et vous allez accéder à cette valeur donc illimitée ou de 10 milliards qui se trouve à l'intérieur de la BIS. Mais la BIS, bon, la BIS, elle se trouve encore dans le droit maritime. Donc, j'étais, disons, plutôt prise en cause par ce sujet. Moi, j'ai expliqué à ma face. Pour moi, c'est clair. Pour moi, c'est clair. C'est comme si j'ai dit, nous serions en mer et puis on a besoin d'un bateau pour sortir de la mer. Ce bateau, c'est l'UCC. On rentre dans le bateau, on atterrit sur terre et on jette le bateau. Enfin, c'est ma façon de voir. Maintenant, c'est aussi un petit peu comme on dit, notre image, peut-être ça va vous plaire forcément pas à tout le monde, mais moi, ça m'est venu aujourd'hui. Ça me rappelle un petit peu Robin Hood, hein, qu'il il va à l'intérieur des châteaux et il prend l'or pour le peuple. C'est un petit peu ça. Maintenant, est-ce que Robin Hood il a droit d'aller à l'intérieur du château? Est-ce que ce château à qui appartient encore? Est-ce que c'est encore aux nobles? Est-ce que voilà, si tu veux expliquer. Une question à la fois. Il y a 4 ou 5 questions dans ton discours et possible déviation d'interprétation. Donc, moi, je dis ce que moi j'ai compris, sans dire que j'ai la vérité dans mes mains, mais je dis ce que je crois d'avoir saisi. Donc, la raison pour laquelle la BIS n'a pas été fermée, saisie et ignorée par tout le monde, a été comprise par le groupe originel de travail qu'en décembre de 2020. Donc, ça a passé un peu de temps. Eux aussi se posaient la question, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils ont laissé la BIS? Mais en creusant dans les documents déposés, et disons que l'OPPT, il ne faut pas trop l'utiliser comme mot parce que l'OPPT, c'est aussi un trust. Mais c'est un trust congelé, dans le sens que une fois, il a été congelé pour que la saisie et le pignorement du vieux système ne puisse jamais plus être déverrouillé. C'est comme si on a créé un trust, on a saisi et pignoré, foreclosé tous les banques, tous les États, par exemple. Après, on a jeté la clé en fermant l'OPPT aussi. Parce que si l'OPPT était resté ouvert, ben, quelqu'un d'autre aurait pu faire quelque chose de similaire, reprendre dans ses propres mains. Tout le real estate, toute la valeur en âme spirituelle et financière du monde. Donc, ils ont créé ensuite un fonds de One People dans lequel les valeurs ont convergé. Mais il manque un chapitre dans notre explication, c'est le chapitre Suicindo et Socarno, qui est la même chose, parce que quelqu'un l'appelle Suicindo et Socarno. Socarno est le nom de la famille royale d'Indonésie. Suicindo est le nom du fonds qui a été créé dans les années avant la Première Guerre mondiale, avant la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 30 aussi, a été confisqué tout l'or et tous les métaux précieux que les citoyens avaient dans leur maison, même si quelqu'un avait les dents en or. On avait le slogan qui disait « l'or à la patrie », comme un slogan patriotique qu'en préparation d'une carestie ou d'une éventuelle guerre, etc., l'État devait collectionner tout l'or de ses habitants, pouvoir s'équiper et faire face au pire, éventuellement. La réalité, c'est que
tout cet or était pris et mis dans un fonds géré par les banques, géré par le système. Et le compte gestionnel est en Suisse, auprès de Swiss Indo, donc Suisse comme Switzerland, Indo comme Indonésie, et le caveau matériel physique, Indonésie. Pourquoi ils ont choisi l'Indonésie? Parce que selon une tradition de culture et de honneur, le système croyait que la famille royale d'Indonésie n'aurait jamais violé leur pacte de garant et de gardien de ce trésor. Donc tout le trésor mondial est stocké en Indonésie. Et disons que Kennedy, tout comme le Nizar Adjezar, comptait prendre toute la valeur stockée dans ce fonds-là, la redistribuer aux anciens propriétaires, c'est-à-dire les citoyens, le peuple. Et on ne va pas dire que nous, le PPT cherche la même chose de Nizar Adjezar, mais à mon avis, le coup de Nizar Adjezar est une excuse que le système utilise pour se rapprocher au même principe lorsqu'il a compris que les eaux bougent et que la conscience collective se réveille. Il essaie de contenter le peuple avec une petite miette de ce que la nouvelle gouvernance de autodétermination en collectivité pourrait amener. Donc, on ne va pas dire l'OPPT, parce que c'est juste un premier pas qui se autodétruit en détruisant tout le système. Donc, c'est vrai, l'OPPT n'existe plus en soi, mais l'action qu'il a produite reste valable, c'est-à-dire la fermeture on the paper, comme on dit en langage juridique anglo-saxon, c'est-à-dire des jure. Il a fermé tous les banques et tous les gouvernements, sauf la BIS. Et donc, pourquoi ils l'ont compris qu'en creusant la dernière année le groupe d'approfondissement? Parce qu'en fait, c'était un coup stratégique de pouvoir se servir d'une institution qui dispose, qui reçoit les dispositions des administrateurs autodéterminés comme essence éternelle. Donc, chacun qui s'introduit dans la procédure, qui se autodétermine, qui fait le changement de statut avec le premier document et les autres trois suivants, il se déclare comme essence éternelle, donc il est dépositaire et dépôt de ce fonds-là, plus, disons, au sens énergétique, il est patron de son corps, il est patron de son âme à tout niveau. Donc, il faut faire bien la BIS parce que c'est la BIS qui permet aux autres banques de créer une procédure, que ce soit une procédure de compte, que ce soit une procédure de échange de valeur d'un compte à l'autre, etc. Donc, le but final de l'OPPT, c'était de permettre aux gens qui réclament le fait qu'ils sont vivants, qu'ils ne sont pas dispersés dans la mer, qui réclament le fait que leur âme leur appartient, etc., qui réclament le fait d'avoir été victimes de fraude, de pouvoir se autogérer sans passer par aucun trust. Donc, l'OPPT ne demande pas aux gens, mettez-vous dans le trust de l'OPPT. Il demande juste aux gens, reconnaissez-vous, ce n'est pas à moi, l'avocat, disons, qui a fait tout le reste, ce n'est pas à moi de ouvrir le compte pour tout, ouvrir la conscience de tout le monde. Je peux juste vous dire que la porte, elle est ouverte, c'est à vous de la franchir, en comprenant, une fois que vous avez compris qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça veut dire, c'est à vous de vous sauver. Parce que dans la loi universelle, le triangle sauveur-victime-bourreau est un paradigme à éviter. Donc, si moi, je me permets de sauver tant que personne me l'a demandé, ou même quand quelqu'un me le demande, si je me permets de sauver quelqu'un, ben, je deviens son maître, son propriétaire. Je peux disposer de sa vie à mon aise, à mon propre caprice. Mais si je lui dis juste la porte elle est ouverte, je vous laisse sortir, si vous le souhaitez, alors là, chacun a la responsabilité sur sa main de sortir. Il y a aussi quelques questions sur pourquoi il y a l'empreinte rouge, est-ce que c'est un rituel ésotérique dérivant d'une forme d'occultisme? Non.
aller rechercher comment en Asie, il était mis en sceau royal avec empreinte digitale, doigt, sur de l'argile qui fermait la pergamène des communications impériales. Donc, c'est une formule d'authentification univoque qui permet, même aujourd'hui en droit, on conseille de mettre double signature avec empreinte digitale plus signature parce que au cas où il y a des demandes de vérification ultérieure face à des litiges, etc., la signature peut être faussée par un graphiste, alors que l'empreinte digitale reste univoque. Et aussi, puisque nous, on est en train de signaler que nous sommes revenus de la mer, que nous sommes bien vivants, nous ne sommes pas ni dispersés ni morts quelque part, c'est une façon ultérieure de prouver que la signature a été mise par un corps qui est vivant et qui est habité par une conscience mature. Merci Daniel. La question de Philomène, Ouais, par contre, pourquoi la BIS sert de la droit maritime? Attends, juste un moment. Je voulais juste signaler qu'il y a des... donc, ta voix, elle part des fois. Donc, le sonore, il n'est pas très bien. Donc, on te perd des fois dans des mots. Et j'avais vu Philomène qui avait encore une question sûrement à te poser. Je ne sais pas si elle est déjà maintenant passée ou... Oui, dis-moi Philomène si j'ai sauté quelques parties parce que la question était articulée et la réponse risque de déraper dans d'autres sujets. Non, non, tu La donnes... loi maritime qui est supposément annulée, pourquoi elle est appliquée dans la BIS? Une fois qu'on a annulé la fiction juridique, on s'adresse à la seule partie du système que l'action PPT n'a pas foreclosé. On ne peut pas parler à des institutions qui n'existent plus, qui soient maritimes, donc qui soient des bateaux qui nagent sur l'eau, parce que chaque corporation, elle est toujours interprétée dans la loi maritime, soit comme un bateau qui flotte et qui navigue, soit comme un bateau aréné sur le sable. Mais un bateau confisqué et vidé de leur porte-parole, on ne peut pas y parler, le ressusciter chaque fois qu'on lui adresse la parole. Donc là, les gens qui sont autodéterminés, qui sont conscients de qu'est-ce que l'OPPT a comporté, ils se adressent à la BIS, si tu veux, en tant que propriétaire de la BIS, en tant qu'homme vivant, un peu comme pourquoi le pape a pu faire sa bulle papale. Parce qu'à l'époque, il pouvait se déclarer comme le seul être vivant, au sens propre du terme, face à d'autres gens, face à d'autres êtres qui n'étaient pas possible de déterminer s'ils étaient vraiment vivants, qui ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient vivants. Et dès qu'ils essayaient de dire de la moindre opposition, ben, au Moyen-Âge, tu finissais torturé sur le feu, etc. Donc, ils pouvaient abuser de cette position pour se déclarer vivant. Et l'action a exprès laissé la BIS pour pouvoir utiliser la carcasse du système à son propre service. Oui, Philomène, tu as encore une question? Tu as encore une question, Philomène? Ben oui, je voulais poser, donc je crois que Daniel elle a bien répondu, si j'ai bien compris. Donc la BIS, pratiquement, même si elle continue à être, disons, debout, parce qu'il faut bien qu'on reconnaisse à quelque part la valeur que ça nous a été prise, donc qu'il y ait un lieu, on puisse encore la trouver, bien qu'elle appartient encore, qu'elle a comment dire, elle appartient, pas qu'elle appartient, elle se trouve dans le droit maritime, mais que c'est au peuple. Mais une autre question que je voulais poser, et enfin, moi, je vois l'aspect pratique sous forme d'image. Donc, ces documents, qu'ils sont dans mes mains, hein, je les fais vivre. Donc, je veux les faire vivre. Donc, à part ce qu'il y a dedans, maintenant, ce qu'il y a contenu dedans, mais si je vois bien, donc c'est vraiment un chemin qui me permet de aller dans un système qui légalement, il n'existe plus parce que cet éther, elle a posé un acte légal où le système, il est mort, il n'existe plus légalement. Donc, maintenant, tous les aspects légaux, c'est à toi de les définir. Mais
si je pars du point de vue d'image, je commence à voyager je commence à marcher dans la rue avec ces documents dans la main et je vais les déposer partout dans le système. Parce qu'à quelque part, ce système qui est bien qu'il n'a plus droit d'exister, mais là, dehors, il continue à s'affirmer. Donc, moi, je vais avec ces documents et j'affirme, voilà, je suis vivante. Et en plus, toi, tu l'es aussi. Rappelle-toi que toi, tu l'es aussi et que tu as droit de fonctionner en tant que vivant. Et avec ce document, tu peux te reconnaître. Est-ce que c'est bien si je le définis comme ça? Alors, je peux? Oui. Discours, j'arrive à le suivre, mais j'ai quelques concepts comment dire, à redresser parce que tu disais le verbe, je vais déposer de partout dans le système. Vraiment, ça, c'est un discours très délicat à préciser parce que ce qui fait vraiment la différence, ce qui peut c'est vraiment le fait qu'il ne faut rien déposer de nulle part. L'OPPT est une série de dépôts qui ont mené à ce que, on peut dire de manière synecdotique, quand tu dis OPPT, c'est la synecdoque de tout un mosaïque qui était fait à l'intérieur du système. L'OPPT, c'est une formule du système qui utilise l'UCC qui est fait par le système, mais qui est aussi dérivé de la loi de l'homme. Tout est échange, tout est commerce au final. Il ne faut pas diaboliser le commerce en soi. Mais nous, avec les documents du début, c'est-à-dire le IM, le DOD, le DOR, le DOC, on ne va rien déposer. On ne va pas chercher à se faire reconnaître une sorte de dépôt. Okay? Nous, on a juste à le déclarer à nous-mêmes pour se donner karmiquement à nous-mêmes le consentement, de s'autoriser à briller du maximum de son propre potentiel. Ça, il faut l'utiliser comme pièce jointe lorsque on communique à la BIS, par exemple, parce qu'il y a un fonds attaché au Suicindo, attaché à Eternal Essence, attaché à One People, le fonds de valeur financière qui s'appelle One People, géré par la BIS, auquel tu veux dire je suis revenu des eaux, je valide la procédure pour activer tout ce qui est de droit à ce niveau-là. Mais nous, on ne va pas déposer dans un registre du système quoi que ce soit. C'est vraiment une chose importante à préciser, qui fait la différence avec d'autres parcours. On ne cherche pas caché officiel de n'importe quelle institution. On notifie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la BIS, qui a interagi avec le groupe d'approfondissement en Italie, elle a communiqué, elle a agi comme si elle peut ouvrir, mais puisqu'elle n'est qu'une institution, n'est pas un homme vivant, elle ne peut pas nous parler, c'est juste nous qui pouvons parler à elle et donner des ordres. Donc, excuse-moi, Daniel. On a toujours des mauvais retours de ton audio. Je ne sais pas si peut-être avec une oreillette ou un micro à part, tu arrives à... Alors, oui, est-ce que ça va mieux maintenant? Oui, ouais, comme ça va, mais des fois ça coupe, donc on n'entend pas ce que tu dis. Eh bien, est-ce qu'il y a encore des questions ou on laisse continuer Simone? J'ai une petite question, si je peux. OK. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Voilà, supposons que maintenant on arrive à éditer tous les documents et à approuver
la fraude. Et qu'est-ce qu'on fait après? Parce que donc, tous les contrats sont annulés. On a donc tous les contrats avec l'employeur, avec les caisses de maladie, les caisses de pension. Les contrats avec l'État et les contrats avec les banques. Les contrats entre privés, c'est un autre domaine parce que le code de l'honneur, la loi des hommes, etc., le droit universel et naturel restent en place. Et c'est ceux qu'on essaie de réévoquer pour faire prévaloir. Donc, là, entre privés, ils restent en place. C'est les contrats avec les institutions et les banques que normalement sont caduques. Mais la fraude, elle est déjà prouvée. À la limite, on peut juste demander à l'interlocuteur de la carcasse du système, prouve-moi que ce dépôt qui est la dernière chose du système, c'est le PPT. Le PPT est dans le système, mais c'est vraiment la dernière chose que le système peut faire, c'est-à-dire afficher le dépôt de sa propre fermeture. C'est-à-dire un serpent qui a mordu finalement sa queue et qui s'empoisonne tout le reste de son corps et qui meurt. Donc, prouve-moi que cette n'a pas de base légale, mais est infondée, manque de instructoire, manque de preuves, parce que toutes les preuves, toutes les accusations, tous les délais, et disons que ont été respectés. L'équipe des trois, disons, trustees, mais ils ont resté trustees pendant quelques jours, le temps de conjurer perpétuellement l'action au PPT, jeter la clé de la forclusion et jeter les bases, ouvrir les bases pour le fonds One People. Donc, les gens qui ont fait cette opération, en quelque sorte, Daniel, on t'a perdu, hein? On t'a perdu, on ne t'entend plus. Ok. Dites-moi la dernière chose que j'avais. En quelque sorte. Ok. La question de Sonia, c'était, voilà, est-ce qu'il faut prouver? Non, ils l'ont déjà prouvé. Qu'est-ce qu'on... il faut juste, step by step, puisque la BIS a laissé comprendre elle peut pas parler directement, elle ne peut pas ouvrir de façon très déclarée le chemin, mais c'est à nous, c'est aux gens de tester par le biais de tentatives polies et courtoises, des façons d'interaction avec les différentes banques qui dépendent de la BIS, toutes les banques dépendent de la BIS, pour comprendre en parlant directement avec le directeur général, etc., comment ouvrir l'accès direct à sa propre valeur, pour que ça devienne aussi une source d'échange pour vivre, pour réaliser sa propre mission. Et donc, qu'est-ce qu'il fait le groupe en Italie? Ils ont parlé à la UBS, par exemple, Union des banques suisses. Ils ont compris qu'il fallait d'abord écrire à la Security Exchange Commission pour dévinculer, donc désengager le bond lié à leur valeur qui était encore dans la SEC et qu'il fallait juste faire une communication de ce type à la SEC. Alors, le groupe, il dit, on va utiliser la loi des affidavits, des déclarations d'absolue vérité ou de dispositions en mode souverain pour dire à la SEC, à partir d'aujourd'hui, tu désengages le compte comme BIS pour que je puisse retourner à la BIS et avoir le feu vert pour continuer la procédure. À présent, ça se fait semaine par semaine, il y a des mises à jour, il y a des échanges, que dans la chat Resolution. Surtout, vous pouvez suivre dans le chapitre International, voir un peu quelles sont les évolutions. Je ne sais pas si j'ai répondu parce que je me suis un peu perdu, Sonia. Si tu peux me confirmer la question. Oui, donc, résumé, il faut qu'on entame les démarches et qu'on réclame donc notre dû, on va dire, pour pouvoir nous libérer de tous les contrats avec
l'État et les banques. Oui. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, si on a un crédit Ben, ça, c'est vraiment le domaine de jeu principal de tout ce qui a comporté le PPT. Donc, tout de suite, demander une preuve que vous avez un contrat avec Sonia en mode n'était pas avec la Sonia fiction juridique, prouver qu'ils ne sont pas foreclosés, ignorés, prouver qu'ils n'ont rien à voir avec la corruption dénoncée et répertoriée par les dépôts de OPPT. Et donc, il ne s'agit pas, encore une fois, de rentrer, s'inscrire dans un trace qui s'appelle OPPT, mais il s'agit de l'utiliser comme dans un jeu d'échecs pour dire, voilà, tu es barré dans ton propre jeu et dire, prouvez-moi que l'OPPT est faux, prouvez-moi que vous n'avez rien à voir avec cette corruption, prouvez-moi que tout ça. Et lorsque tu demandes une preuve et ils ne peuvent pas te la fournir, ben, le contrat tombe. Il y a des formules, des templates qui s'appellent avis de courtoisie. Il y a des procédures, comment dire, des arsenals de cartouches à jouer au fur et à mesure, toujours en pesant les interactions. Il y a jamais un coup sec qu'on peut donner. Ça dépend de comment l'interlocuteur fait. Mais surtout, l'arrêt des crédits, l'arrêt des amendes ou des autres vexations non légitimes des institutions de l'État ont déjà été stoppées depuis 2012-2013 par les gens qui sont dedans. Et tout ça, ça a entamé une sorte de... ça a comporté, comment dire, la renommée des groupes de souveraineté, parce qu'il y avait d'autres groupes de souveraineté qui après, sans vouloir mentionner le PPT pour rester un peu séparés de tout ça, mais ils se sont servis d'astuces, des mêmes brèches ouvertes par ce type de groupe. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas une liste opérative à disposition, mais je sais que les gens qui sont dedans, c'est des gens qui vraiment se sont mis dedans à partir de ce type de problème, qui n'avaient peut-être rien, aucune curiosité géopolitique, ils avaient vraiment une urgence de leur vie privée, de leur vie financière, etc., de résoudre tout ça. Et la plupart d'entre eux ont réussi avec les avis de courtoisie ou les notifications d'acceptation de la dette sous condition sous condition de preuve que vous me prouvez que la dette est légitime, qu'il n'y a pas de fraude derrière, etc. Okay, s'il n'y a pas d'autres questions, on laisse la parole à Simone pour continuer. Au niveau des impôts, par exemple, ce serait facile de dire, oh, bon, maintenant, je ne paye plus mes impôts. Mais ici, à Luxembourg, c'est retenu à la source. Donc, je ne sais pas comment on pourrait utiliser les documents pour leur dire que c'est illégal ce qu'ils font. Oui, disons que les documents, tu les fais pour toi-même. Après, il y a toute une mode comme principe d'interaction qu'il faut extraire, comprendre et réappliquer avec ou sans les documents. Dans le sens, il faut voir comment ils te les enlèvent, où c'est déclaré, à qui, quelle est l'institution qui se fait porte-parole de cette action et qui s'en assume les responsabilités. Et là, il faut peut-être envoyer une lettre pour dire je nie le consentement à ça et je vous invite à prouver la légitimité de ça par rapport à tout ce qu'on sait. Donc, il s'agit à chaque fois de comprendre quelle forme la serrure du système local où on habite a pris pour qu'on adapte au fur et à mesure les mêmes principes et on puisse, comment dire, émettre une facture, émettre une note de débit à celui qui te fait des vexations et qui ne te sans te fournir des preuves légitimes de ton engagement dans ce temps. Et par exemple, en Italie, il y a quelqu'un qui paye encore les factures d'électricité, énergie, etc. Mais les taxes sur la fourniture d'énergie, il les décompte. Donc, s'il y a un montant de 100 euros TTC, toutes les taxes qui sont rajoutées avec lesquelles ils ne sont pas d'accord, ils les soustraient et quand ils vont payer, ils écrivent dans la causale
paiement honnête des taxes. Parce que, voilà, voir l'avis de courtoisie déjà transmis en date telle et telle. Et coup après coup, la société qui fait facture désiste et accepte au moins la partie qui correspond à la consommation effective. Donc, voilà. Et il n'y a jamais eu comment dire, jusqu'à présent, ces gens-là ont pu avoir gain de cause. Au moins, je parle de l'expérience racontée en chat par les Italiens qui sont dans le Noia Io Sono. Ils disent, voilà, jusqu'à présent, eux a pu gagner leur cause et comment dire, payer que la partie consommée. Pour montrer vraiment qu'ils veulent rester en honneur, ils ne sont pas en train d'échapper. Si je monte dans un taxi, je veux bien payer la course au chauffeur qui a aussi donné ses heures de travail, mais je ne paye pas les taxes sur la. C'est un peu ça le discours, parce que l'institution qui est censée recevoir ces taxes, elle est en fraude à plusieurs niveaux et a été déjà foreclosée. Donc, il faut juste le savoir et ne pas jouer le jeu en alimentant la carcasse d'un système tombé. Il y a encore une question de Philomena. Je voulais simplement dire que maintenant on est en train de faire les premiers pas, mais après on peut constituer des groupes un groupe de travail à chaque, comment on dit, à chaque, oui, pour dissoudre tout ce qui se présente sur notre chemin, parce qu'en Italie ils ont déjà vécu tous les aspects possibles et donc on peut s'inspirer d'eux et essayer de concrétiser. Nous donnons main de la main pour pouvoir vraiment nous soutenir dans l'application de tout ça. Voilà, c'est une proposition parce que moi aussi, j'aimerais déjà passer à l'action, mais voilà, sur des aspects qui sont encore simplement d'ordre pratique, je ne l'ai pas fait, comme par exemple trouver en Italie, j'ai pu ouvrir une PEC, donc c'est la poste électronique pour envoyer les documents. Mais ici au Luxembourg, on n'a pas encore trouvé, enfin moi, je n'ai pas eu encore la possibilité de chercher vraiment à fond comment trouver parce que si on veut envoyer tellement d'emails. Non, oui, après, la PEC, ça remplace la recommandée avec reçu de retour. Pour les administrations publiques basées en Italie, aux États-Unis, ça marche aussi. De mes recherches, les zones francophones, dont le Luxembourg aussi, sont en train d'évaluer la validité juridique, etc. Tous les ministres ont une adresse email. Donc, limite, on peut, avec la PEC italienne, s'adresser aussi aux ministres luxembourgeois. Sachant qu'ici, ils pourront toujours trouver une excuse pour dire il n'y a rien qui prouve que moi j'ai vraiment lu l'email parce que je n'ai pas de PEC, je n'ai pas de compte à alors que si tu fais une recommandée en papier physique, personne ne pourra nier de l'avoir reçu. Tu as une trace plus concrète des choses. Mais encore une fois, des actions concrètes, c'est d'abord prendre conscience, ne pas se précipiter, mais prendre conscience, faire un petit travail de recherche à la fois spirituel pour ceux qui croient dans la spiritualité et factuel, juridique pour ceux qui ont besoin des faits à côté. Le PPT, c'est un des rares parcours qui essaie de mettre ensemble les effets fonctionnels des deux sagesses, des deux types de sagesse. Donc, et encore, il faut s'éduquer à ne pas dire au PPT, c'est le post-PPT, c'est le après au PPT. Non, frère. Parce que, voilà, on ne va pas rentrer dans aucun trust. Le PPT, enfin, le post-PPT, c'est pour dire, on a compris que l'arnaque était basée sur un trust. Un autre trust final a pu saboter l'arnaque du trust précédent, mais ça n'a pas ouvert un autre. Et ce n'est pas le but. Donc, on ne va pas rentrer dans aucun. On ne va pas être trusty parce que comment faire tomber un trust? Si je me rends compte que je suis administrateur, disposant et bénéficiaire de la même chose, le trust n'a plus raison d'exister. Et c'est ça que nous, on se déclare. Moi, je me déclare autodéterminé,
auto-bénéficiaire, auto-administrateur de tout, de tout ce que je suis. Donc, tous les précontextes qui demanderaient la nécessité d'instituer un trust tombent. Et donc, voilà, il n'y a pas de trust. On va dire stop aux délégations fiduciaires. On garde la confiance dans l'humanité, dans la collectivité en soi, mais on ne va jamais plus déléguer quoi que ce soit. Quand on va à la BIS, on n'y a rien délégué. On l'utilise comme outil d'organisation. Et c'est tout. Ok, je pense qu'on continue quand même avec Simone parce que sinon elle s'est fait un travail fou pour traduire et on voudrait quand même écouter ce qu'elle a traduit. Merci Je dis Simone. juste une dernière chose. J'ai pris la dernière conférence de 5h30 de Barbara Banco, une des dernières conférences à Voltaire, et je suis en train de rédiger le texte en français parce que les sous-titres automatiques que YouTube propose sont parfois improvisés, quoi. Faire ça, une fois qu'on aurait... J'ai déjà téléchargé la vidéo, j'espère pouvoir monter bien les choses et créer à 15 minutes à la fois des petites perles extraites de cette conférence avec l'énergie, le charisme de Barbara Banco. Okay. Vas-y, Simone. Voilà. Donc, nous étions... Ah, voilà. Après nous avoir déclaré perdus en mer, si à l'âge de 10 ans, la mère ne va pas au tribunal pour réclamer la maternité, c'est-à-dire amarrer le navire à un port sûr, l'État nous déclare mort et notre héritage patrimonial, c'est-à-dire notre héritage, le trust, va à l'État. Nous sommes tous morts. Au fait, nous allons voter aux urnes. C'est un acte de mort, jamais considéré par toute loi en tant qu'homme vivant et nous n'existons qu'en tant que personne physique dans un morceau de papier qui est la carte d'identité ou le code fiscal. À cet égard, il est conseillé de lire l'article de loi sur l'impôt sur le revenu, le manuel de rédaction administrative de l'Agence de revenus, ici c'est en Italie, la page 63 jusqu'à 67, ou le manuel d'imposition du pays concerné où il est clairement indiqué que l'être humain est défini comme une délimitation de la personne physique. La personne physique n'est donc pas une réalité naturelle, mais une construction de la pensée juridique. La création à partir de rien de la personne physique ou de l'homme de paille est un fait qui n'a jamais existé, mais qui est accepté par coutume. Nous arrivons à la crise de 29 créée à la table et notre Italie, Republic of, est enregistrée auprès de la SEC. En 1934, elle est devenue une corporation et a donc été soumise à la réglementation américaine réservée à toutes les sociétés privées, voire la coopération du Grand-Duché de Luxembourg. Ça, c'est pour le Luxembourg, l'autre, c'était pour l'Italie. Le Vatican est également enregistré auprès du SEC, mais sous un déguisement, il se définit comme Saint-Siège, Mère sacrée, Saint-Siège. Voilà. C'est ce que Philomena a traduit. Oui, la traduction de Vatican, c'est Holy See. Ça s'écrit avec S-E-E, avec S avec deux E. Et ça veut dire siège, comme on le traduit en français aussi. Mais c'est un jeu de mots parce que si, phonétiquement, c'est aussi mer, la mer, les vagues de la mer. Et le Vatican se inscrit encore comme une corporation privée qui fait des échanges financiers dans la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Mm-hmm.
Oh, je vois, il y a encore 2 pages qu'on avait faites. Pardon. Okay. Toi, Simone, est-ce qu'il y a eu des questions que tu as eues pendant la traduction ou pendant la traduction des parties jusqu'ici? Pour moi, c'est très complexe. Donc, quand on traduit, on comprend déjà mieux. Okay. Parce qu'en italien, les phrases sont vraiment très, très compliquées. Enfin, c'est écrit très compliqué parce que on a le sujet à la fin, on a le verbe entre, il y a des suppositions, super. Et pour faire un sens, pour donner un sens, parce que la phrase est juste, mais il y a tellement d'informations dans une phrase qui est très longue, il faut digérer. Il faut le relire et le relire pour vraiment digérer. Et donc, maintenant, on a fait ça dimanche. Et maintenant, je l'avais relu entre-temps. Et quand je lis, je me dis, ah oui. Mais il faut le relire maintes fois pour que ça devienne vraiment, qu'on le digère entièrement. Ok. Mais pour le moment, je n'ai pas de questions spécifiques encore. Philomène a une question. Juste pour dire que quand le travail sera correctement fait, on va le rendre disponible à tout le monde. C'est ça le but d'ailleurs. Good. Ok. Vas-y. Donc, je continue. Merci, s'il te plaît. Merci. Donc, tout ce qui précède nous aidera à comprendre ce qui s'est passé avec OPPT 1776. Alors, avançons jusqu'à aujourd'hui, 2012, quand, après une enquête de 2 ans, on mit à terme la procédure de la saisie de toutes les corporations, États et des banques, les 3 administrateurs, trustees, Caleb Paul Skinner, Hollis Randall Hillner et surtout la procureure Heather Ann Tucci Jarraf. Très peu ont accès aux archives de l'UCC ou le code commercial uniforme de Washington. Il suffit de dire que ce code a un coût commercial d'environ 3 à 4 000 euros. Ok. Une chose que je voulais dire avant, pendant que je répondais à Sonia, que maintenant ça m'est revenu à l'esprit, par rapport à UCC et l'action, il y avait plusieurs façons plusieurs stratégies sur la table avant de passer à l'action. Mais le hasard veut que Eder Tucci Jarraf avait eu une formation spécifique qui est très rare dans le domaine juridique, vraiment en droit commercial des États-Unis. Elle s'est aperçue que ce droit-là, de facto, était aussi la base de l'échange commercial à tout niveau dans le monde, parce que tout le monde puisque militairement, Washington a plus c'est le siège qui a plus de pouvoir sur le monde entier, alors c'était ces lois à lui qui indirectement étaient appliquées dans tous les autres échanges. Lorsqu'il n'y avait pas de loi, c'était toujours l'UCC qui était consulté par les juges internationaux. Et ensuite, pourquoi il a choisi cette stratégie plutôt qu'une autre en dehors de la loi de la mer? Moi, je dis déjà parce que tout est déjà échange et tout ce qui est échange implique un contrat, un commerce. Donc, et le contrat, ça vient du droit de l'homme. Il n'y a pas de société et collectivité sans une forme de gestion du contrat. Et côté, c'est parce que le fonctionnement, la mise en place de l'UCC en 52, je pense, 1952, était vraiment conçue et voulue pour couper court la paperasse juridique. Donc, via la forclusion, etc., faite sous les termes UCC plutôt que les termes d'une autre enquête judiciaire, on aurait pu directement, en 2-3 coups stratégiques, avoir le gros jackpot, c'est-à-dire avoir le gros collapse
de tout le système, au lieu de devoir combattre un tribunal à la fois, un par un, par le biais postal, par le biais, je ne sais pas, loi maritime. Donc, UCC fonctionne aussi comme une sorte d'arbitre autorégulateur, que lorsqu'il y a un litige et quelqu'un dépose un affidavit, déclaration d'absolue vérité qui inclut des accusations, ben, par procédure, par coutume de consuétude, l'accusé a un délai pour pouvoir se défendre, au-delà duquel l'accusation devient exécutive. Et ça produit des effets comme s'il y avait une sentence. Donc, il ne faut pas passer forcément par une sentence, un registre, etc. Et c'est aussi pour ça que c'est très compliqué pour tous les juristes, tous les avocats de pouvoir accéder à ce domaine d'études. Les multinationales, ils offrent des formations à leurs employés juridiques qu'une fois qu'ils sont embauchés, donc ils utilisent les astuces de l'UCC seulement en faveur des big boss de la finance et du commerce international et jamais en faveur du peuple. Et là, elle s'est dit, voilà, la Citibank nous a fait, ils savaient que vous pouvez compter sur nous parce qu'on connaît l'UCC et sur les autres deux tracis parce qu'ils étaient des experts sur d'autres domaines qui les intéressent. Mais au final, ils utiliser les données et les choses découvertes pour les déposer avec l'aide du procureur de Washington DC et via la procédure forecloser à la va-vite, sans passer par trop de paperasse juridique, tout le système. Donc, ils ont dû choisir le CC parce que suite à une analyse de toutes les stratégies possibles, c'était la meilleure, la plus efficace, la plus directe. Donc, ça, je pense que ça répond aussi à la première question de Philomène. Voilà, le piège du CC. Mais effectivement, il n'y avait pas d'autre moyen efficace ou plus productif que ça. À toi la parole. D'accord, merci. Donc, ils ont découvert et prouvé des spéculations financières et commerciales frauduleuses qui vont à l'encontre de la législation à laquelle elles devraient se référer. L'UCC, justement, prouve que ces pratiques sont la cause directe et incontestable du système de l'esclavage, de la dette financière, tant publique que privée. Toutes les sociétés, y compris les gouvernements et les systèmes bancaires, ont été destitués par le biais de l'utilisation de leurs propres mécanismes de régulation commerciale. Face à de telles preuves, ont été déposés et enregistrés en UCC une série de documents, environ 50 documents qu'Aja appelle le balai final, qui rectifie le système au jour Oui, c'est pas le balai final, c'est final ballot dans le sens de. Ah, c'est final ballot. Donc c'est un avec nom. Un U. Ça s'écrit avec un U, bullet. Donc, final. Ballot final. Bullet. Un bullet, le bullet final. Voilà, le ballet, c'est la cartouche, la balle. La cartouche, bullet final. Le coup de grâce. Le coup de grâce, oui. Il n'y a pas de danse, voilà, il n'y a pas de ballet, je veux dire. Oui. Ah, voilà. Mais la métaphore, ça peut tenir. Moi, je suis preneur aussi de la métaphore. Donc, c'est le coup de grâce, vraiment. Oui, final ballet comme dernière balle. Oui. Des munitions, quoi. Oui, ben, je vais corriger ça. Voilà les documents qu'elle appelle le final bullet, qui rectifie le système aujourd'hui et n'ayant été refusés ni rejetés, sont devenus des jugements et donc des lois à compter du 23 janvier 2013. Voilà, ça c'est pour la raison de l'UCC qui permet, c'est la seule façon qui permet ça, parce qu'il a été créé pour que les litiges entre les différents, disons, commerçants américains puissent se résoudre sans bloquer le flux du commerce national, qui aurait coûté beaucoup à tout le pays. Une fois qu'on bloque pour une cause d'un petit litige ou gros litige, il faut attendre les juges, il faut attendre tout ça, et tout doit être suspendu, etc. Donc, avec
visé au centre du système, vraiment pour cette raison, pour cette comment dire, clause applicable via l'UCC uniquement. Oui, c'est quand lorsque les documents sont déposés auprès de l'UCC, l'accusé se voit donner un droit de réponse. Si une réponse n'est pas reçue dans le délai prescrit, 28 jours, l'action par défaut suivie par la conclusion de cette entité s'applique. Et puis, il y a encore une annulation des actes constitutifs du gouvernement. Il y a une liste de documents qui sont enregistrés dans le bureau d'enregistrement à l'UCC à Washington, D.C. et ratifiés dans le Commercial Bill avec un numéro de document. Et oui, on est arrivé jusque-là. Voilà. Tout ça, c'est des documents déposés dans l'archive Washington, D.C., l'archive UCC de Washington, D.C. Encore une fois, lorsque vous faites vos déclarations d'autodétermination, vous n'êtes pas en train de déposer votre autodétermination dans le même registre UCC de ces documents-là. Après le dépôt de tout ça, ce registre, il s'est fermé. Rien ne peut être déposé dessus. Et le but, c'est vraiment de ne rien redéposer dans aucune part. Sinon, on devient de nouvelles marchandises. Une fois qu'on a un numéro de registre. Donc, ça veut dire au fait que quand il y a le monde entier, toutes les armes ont déposé, enfin, ils ont déclaré leur indépendance, ça va être clos. L'UCC n'aura plus de... Non, grâce au dépôt, l'UCC aussi a été clôturé. Disons que le système a créé quand même la carcasse du système pour des choses qui devaient quand même être portées à leur but parce qu'ils étaient en cours. Ils ont tout de suite créé en 2013, je pense, le UCC-1, c'est-à-dire un clone de l'UCC, juste pour pouvoir formellement se baser sur quelque chose. UCC-1, il y a quand même des principes de bon sens dérivés de la loi des hommes vivants sur Terre, etc., que les documents citent, qui mentionnent comme « je signe sans préjudice ». C'est-à-dire que si jamais dans ce contrat-là, il y a une clause qui va contre mon intérêt et que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas tout ça, la clause ne va pas provoquer de préjudice. C'est sous réserve de transparence et de honnêteté de la contrepartie. Donc, s'il n'y a pas de transparence et on découvre demain et tout ça, on ne peut pas dire oui, mais tu as signé, tu as accepté. Non, j'ai accepté ce que j'ai pensé avoir compris, etc. Donc, sans préjudice. Ou, par exemple, Principal Agent Policy, c'est un principe qui est codé dans un chapitre des codes de loi de l'UCC et donc aussi de l'UCC-1, qui dit que quand je notifie une chose à un fonctionnaire, peu importe son grade, il est obligé de le transmettre tout en haut et tout en bas à ses subordonnés, à ses supérieurs et à ses subordonnés. Et je parle à un principal, à un agent, c'est comme si je parle directement au principal parce qu'il est obligé de le communiquer tout de suite. Et quand je parle à un principal, au directeur d'une banque, il est obligé d'informer aussi le caissier de sa banque pour que tu n'ailles pas à chaque fois à réexpliquer la même chose. Une fois que tu as communiqué à un, tu as communiqué à un. C'est une règle qui était codée par bon sens, parce que c'était déjà quelque chose qui facilitait la façon de s'autogérer des hommes avant que le trust ne prenne le dessus, le trust d'un gouvernement X. Et c'est le commerce qui a pu le regarder en vie. C'est le code du commerce qui a pu le regarder en vie. Donc, encore une fois, de soi-même le commerce pour le fait d'être une gestion de la manière d'échanger quoi que ce soit. Parce que on peut éliminer un trust, on peut éliminer tout ce qui est nocif et nuisible, mais on aura toujours besoin d'échanger, à moins qu'on devienne ermite, autodéterminé, souverain, ermite sur une belle montagne, et pas d'échange avec. Limite, il y aura des échanges avec la nature, oxygène et tout le reste. À toi.
Il y avait un autre chapitre que tu es... Non, pour moi, c'est... Ok. Jusqu'à là, on est arrivé. Très bien. Oui, oui, oui. Voilà, il y a Philomène qui veut poser une question. Je veux entendre Philomène. Donc, oui. Bon, je voulais avant tout dire, puisqu'on est en train de tout enregistrer, j'ai eu des très bons échos, comment Francesca avait défini le point de vue sur le PPT et tout l'ensemble. Moi, je veux juste résumer que pour moi, de mon point de vue, cette femme, c'est un génie. Voilà, c'est parfait. Les documents, ils sont très beaux et ça vibre beaucoup et je comprends vraiment, pas je comprends, mais je sens que vraiment il y a vraiment une très bonne révolution, pas seulement en temps pratique, mais aussi, voilà, ça nous permet d'affirmer tout ce que nous sommes. Et je voulais poser une question encore à Daniel, justement parce que ça peut se poser. Pourquoi, donc, on voit en Italie sur on affiche encore le 1776 sur les documents. Pourquoi ça? 1776. Pourquoi? Sur les documents qui font partie des dépôts. C'est une chose. Les documents qui font partie après au PPT, pour te autodéterminer, tu verras, il n'y en a pas de logo ou autre chose. Parce que le I am, le we is, etc., c'est des idées voilà, maintenant, eux n'existent plus, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, formons-nous notre structure, notre idéal. Et attends que je dois me connecter avant que la batterie ne s'échappe. Mais en bref, on utilise ce qui est utilisable dans les meilleures des façons. Et après, on n'a plus besoin, on crée, enfin, pas qu'on crée, c'est déjà tout organisé à partir des documents de base qui se réfèrent d'abord à l'UCC, la loi de 1776. Et après tout ça, non, attends. Ma batterie est en train de partir. Attends. Ok, tout ça, c'est utilisé. J'arrive dans un instant. Ok. Bon, moi, je termine. Oui, donc Daniel, il n'a plus de batterie. Oui. Je ne sais pas quelle batterie il a, mais sa batterie, elle est déchargée. Mais c'est pas croyable. Un type comme ça qui décharge sa batterie, c'est pas croyable. Voilà. Mais je voulais dire, Francesca, ça a été beaucoup apprécié ta conclusion. Et donc, voilà, donne parce qu'il y a des âmes nouvelles. Si tu veux nous donner aussi ton point de vue, s'il te plaît. C'est bon, bonsoir, vous m'entendez? Ouais, bonsoir à tout le monde. Donc, merci d'être là, merci de tout l'engagement que vous me donnez. Et je suis restée vraiment étonnée de toute cette belle âme que je vois ici ce soir. Et je pense que l'explication s'était bien donnée. De toute façon, comme j'ai toujours dit, Daniel est bien préparé pour tout ce que c'est l'explication technique. Elle connaît vraiment très, très bien les histoires et les documents. Donc, je n'ai rien ajouté pour ce qui s'était traité ce soir. Malheureusement, je n'ai pas participé tout au long parce que j'ai mon fils qui n'est pas bien, il est un peu malade, donc je dois le voir de temps en temps, il tousse beaucoup. Et donc, j'essayais avec une oreille de vous écouter quand même, hein, même quand je suis de l'autre côté, à le soigner un peu. Mais sinon, pour le reste, je pense qu'on a entrepris un bon voyage. Ça va nous prendre beaucoup de temps, d'énergie pour être bien préparés. Mais en quelque sorte, on est quand même des pionniers. On est en train de faire l'histoire. On participe à une nouvelle ère. Et tout ça, c'est beau, on garde le point d'arrivée. Et le point d'arrivée sera un nouveau monde, un monde meilleur, un monde fait d'âme, et où la valeur, c'est nous,
Et ce n'est pas l'argent ou notre compte bancaire ou ce qu'on possède. C'est ce que nous, on est et ce que nous, on peut donner aux autres. Et donc, avec cette vision dans les yeux, je me lève chaque jour. Grazie Francesca. Voilà, c'est la batterie, désolé. Je disais l'année 1776, c'est une année complexe dans l'histoire. Il y a plein de choses qui sont posées, qui sont passées dans cette année. Quelques critiques, quelques détracteurs de l'OPPT et de tout ce qui s'est produit, c'est que s'il y a des choses négatives qui sont produites cette année-là, c'est-à-dire que les auteurs de cette chose négative sont derrière aussi l'OPPT ou voire même derrière la déclaration d'indépendance. Pour moi, c'est relativement secondaire parce que quoi que ce soit les personnes derrière un argument, ce qui compte, c'est l'intention de ceux qui la met en pratique, parce que tout est infiltrable dans le bien et dans le mal. Donc, un truc qui part mal peut être redressé vers le bien, et un truc qui part avec les meilleures intentions peut être infiltré par ses opposants, dévié vers le mal. Donc, c'est toujours à nous de ne jamais déléguer le guidage, la gouvernance de ce nouveau système et d'être co-participatif, vraiment dans le sens d'être souverain de cette nouvelle gouvernance. Et chaque souverain devra interagir avec les autres souverains sans chercher à se sourasser. Pour le 1776, c'est la déclaration d'indépendance de l'Amérique vis-à-vis de la couronne. Bien sûr, il y a eu une sorte de concession de la couronne et concession du Vatican qui ont validé ce détachement. Donc, ça reste un peu... la controversie reste ouverte. Mais ce qui est important, c'est que c'est les principes de ce document qui est la déclaration, ce sont d'abord l'annulation de toute forme d'intermédiation entre l'homme et le créateur. Mais encore, il n'y a pas de hiérarchie entre créateur et homme. Le créateur, c'est entendu comme la clé de chaque partie divine. Donc, chaque partie divine de la collectivité forme le créateur. Chacun doit accéder à cette source divine sans intermédiaire. Et tout ça, non seulement au niveau spirituel, mais aussi au niveau pratique, économique. L'accès direct à la valeur, c'est un écho de ce principe-là. Donc, la déclaration de 1776 avait ça comme principe guide, avait aussi comme principe la recherche du bonheur et protéger et préserver la recherche de chacun de son propre bonheur de manière équitable et non égale, parce que l'égalité, c'est la note basse, l'octave basse d'un certain concept. La équité, c'est l'octave haute. Est-ce que vous m'entendez? Oui, et tu as toujours des coupures, hein? Tu as toujours des coupures dans ta voix. Oui, donc le 1776, c'est pour évoquer le principe de annulation de toute forme d'intermédiation entre l'homme et sa source divine. Que l'homme est la source divine en même temps. Et l'autre chose, c'est la recherche du bonheur, comme principe guide de la déclaration. Recherche du bonheur entendue de manière équitable, parce que chacun doit avoir un type de possibilité et pas la même portion de tarte. Donc, la portion mesurée et adaptée en fonction du gabarit de chacun. C'est ça l'équité par rapport à l'égalité. Et quoi d'autre? Il y a aussi l'abolition de l'esclavage. Oui, indépendance de la couronne, indépendance du Vatican. C'était ça l'acte, disons, de la chose. Mais surtout, l'abolition de toute forme d'esclavage. Et l'OPPT rajoute, en 2012-2013, rajoute le fait que tout
complices ou acteurs de n'importe quelle forme d'esclavage se verront leur patrimoine, leur valeur pignorée, foreclosée, saisie, etc. Ça peut se rattacher un peu à un coût qu'on ne sait pas comment interpréter, si c'était à faveur ou si c'était encore une tentative du système de vibrer une fréquence de ce que la conscience fait pour la dévier, vibrer en entrée pour la dévier en sortie. C'est-à-dire, il y a la Executive Order de Donald Trump de 2016 qui dit la même chose. C'est le 13-818, le 16-818, qui dit, voilà, pratiquement, on rappelle aux gens du monde entier que l'esclavage, il est interdit et que tout acteur surpris à réitérer cette forme d'exploitation contre les droits de l'homme se verra ses patrimoines pignorés et foreclosés. Donc ça a été remis aussi. Quelqu'un pense que c'est une conséquence de l'OPP. Je pense que c'est peut-être le système essaie de faire quelque chose de similaire pour éviter que les gens découvrent l'OPPT et pour qu'ils restent attachés aux outils fournis par le système. Mais voilà. J'espère d'avoir répondu à la question de Philomène sur le 1776. Aussi, il n'y a aucune référence, aucune empreinte dans le logo sur les déclarations d'essence éternelle, de réaffirmation de son propre statut. Ça, c'est juste sur le Military Order qu'on utilise comme pièce jointe, que justement est déposé par l'OPPT Trust à l'intérieur de UCC, et donc a le logo de celui qui le dépose dessus. Ne veut pas dire que ton âme, que ta valeur est emprisonnée par l'OPPT. L'OPPT, c'est pris, disons, l'honneur de enlever aux traces précédentes toutes ces valeurs, y compris, disons, les âmes, y compris les bandes nominatives sur le certificat de naissance, pour libérer, les mettre à disposition de essence éternelle. Et quand chacun se déclare essence éternelle, récupère la propriété de tout ce que l'OPPT a enlevé en mode Robin Hood, on peut dire, voilà, au système. Bon, moi, je crois qu'on a traité des points assez importants, que Daniel il a vraiment répondu minutieusement. Je dois me récuter si j'ai fait quelques boulettes. Écoute, on les corrigera la prochaine fois. De toute façon, en écoutant ce qui est en train de se passer en Italie, c'est impressionnant, mais vraiment, c'est impressionnant à quel point ils sont en train de chercher toute l'étymologie que nous utilisons tous les jours et que ça fait encore cette magie que nous sommes en train de transformer à travers le langage que nous avons adopté pendant des siècles et qui est encore enraciné. Et je me suis rendu compte à quel point il se trouve encore effectivement infiltré dans nos vies et que nous pouvons que être vraiment attentifs minutieusement pour faire un nettoyage au niveau informationnel dans notre système, je dirais même jusqu'au fond de notre sang. Voilà. Et c'est vraiment impressionnant. Et chaque fois qu'on découvre de nouvelles choses, bien sûr, dans ce groupe, on a vraiment toute l'intention d'apporter ce qu'ils sont en train de vivre en Italie. Et voilà, maintenant je vous propose qu'on en termine ici pour pas que ça devienne à chaque fois trop important parce que Daniel il a besoin de repos, Francesca aussi. Je vais juste donner une dernière perle en me rattachant à ton dernier. Merci pour m'avoir réveillé un mini truc parce que quand tu as dit l'étymologie, les mots, etc., effectivement, on n'arrête jamais de découvrir ou d'apprendre. Moi, une des dernières choses qu'il me semble d'avoir compris, suivant vraiment le groupe italien et une des dernières réunions en live de Barbara Banco, c'est common law, parce que c'est une des questions ouvertes qu'on n'avait pas couvert complètement. Common law, quand on va voir l'origine étymologique et historique du sujet common law, on s'aperçoit d'un petit piège parce que
common, c'est la commune entendue à l'époque de William the Conqueror, et ça décrit un peu l'attitude de servitude volontaire. Donc, tu te mets sous la loi instituée par la servitude volontaire, qui ressemble beaucoup à la loi des hommes pré-juridique et pré-statale, mais c'est la loi des hommes qui ont accepté volontairement, pas l'esclavage, mais la servitude. Ce qui informe la différence entre esclave et serviteur, c'est vraiment la volontarité de la chose. L'esclave, il n'est peut-être pas conscient, alors que le serviteur, il fait la même chose que l'esclave, mais en choisissant de son propre gré. Donc, comme en law, il faut faire gaffe à tous ces concepts-là parce que aussi à la soumission volontaire à une certaine servitude. Donc, ce sacré OPPT, il est en train de nous donner un sacré voyage passionnant de découverte à chaque pas. Ouais. Moi, je préfère dire le après OPPT. Ok, après OPPT pour ne pas créer... Parce que OPPT, ça veut dire que nous, on se met dans un trust et ça peut ouvrir à des mauvaises interprétations de notre intention. Mais bon, effectivement, on est encore dans un moment de passage et voilà, ces documents, ils sont là. Et, non, je veux juste dire comme personne, être humain, commune, etc. Aussi, OPPT nécessite d'un dressage de vocabulaire parce que nous, on est après OPPT et pas dans l'OPPT. Rien ne peut y aller dans l'OPPT. Et ce serait effectivement contre-productif. Ok. Je propose que tu arrêtes l'enregistrement, Philomène.